Gestion des risques administratifs, économiques, financiers et fonciers, gestion des risques liés à l'effondrement de l'ordre et de la sécurité publique. Sans plus tarder, je vais passer la parole au secrétaire général de la primature, M. Jude Charles Faustin, qui va lancer les débats aujourd'hui. M. Faustin. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le secrétaire général de la présidence, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Monsieur le commandant AI en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le gouverneur et membre du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités. Je tiens à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette deuxième journée de l'économie consacrée au thème « Sécurité et investissement en Haïti ». Je saisis l'occasion pour saluer le Président de la République et le Premier ministre qui rehaussent l'éclat de cette journée par leur présence. Sécurité et investissement sont intimement liés. Le lien se définit par la possibilité de calcul d'investissement à long terme. Cette possibilité présuppose trois conditions fondamentales. La première est la prévisibilité des interventions du gouvernement en matière de la politique publique, ce qui implique l'existence d'une administration performante, capable d'aider à la prise et à l'application de ces décisions en vue de faire face aux contraintes et aux difficultés qui font obstacle à la réalisation des objectifs stratégiques définis. La deuxième condition met en exergue la stabilité du cadre macroéconomique. Cette stabilité repose sur une saine gestion des finances publiques, du domaine et du foncier. La troisième condition demeure dans la prévention des risques de perte de ces biens. La prévention signifie que les organes de maintien de l'ordre et de la sécurité publique sont efficients et efficaces. Mais un constat s'impose. Un certain nombre de risques pèsent sur l'investissement dans notre pays. Certains de ces risques sont d'ordre administratif, défaillance de l'administration prise en otage par des réseaux de pouvoir parallèles qui contrôlent les processus de commande publique et des marchés publics, parasitant les mécanismes décisionnels à leur profit. D'ordre économique, manque de contrôle de la contrebande, des pratiques anticoncurrentielles ou pratiques commerciales déloyales, manque de protection des titres de propriété et des contrats, absence de mécanismes de veille stratégique sur les évolutions économiques d'intérêt majeur, absence de surveillance des risques et menaces, ainsi que de prévention des ingérences étrangères dans le système économique, absence de protection du secret des affaires. D'ordre financier,
gâchis financier, incertitude fiscale et douanière, corruption et autres crimes financiers. Enfin, d'ordre foncier, l'anarchie domaniale, l'éloignement de l'administration foncière des administrés, le déficit des mécanismes de facilitation de l'accès sécurisé à la terre, le manque d'informations foncières. D'autres risques sont liés à l'effondrement de l'ordre de la sécurité publique impliquant l'absence de protection des vies et des biens, la porosité des frontières terrestres, maritimes et aériennes, des entraves multiformes à la circulation des biens et des personnes, le fondement du cadre de sécurisation des investissements. En somme, tout ceci pour dire que la création d'un cadre sécuritaire favorable à l'investissement n'est pas simple. Elle implique des stratégies croisées de renforcement de la capacité de pilotage des politiques publiques, de discipline monétaire, budgétaire et commerciale, de bonne gestion du domaine et du foncier, le maintien de l'ordre et de la sécurité publique. D'où la nécessité d'engager une réflexion très sérieuse entre les acteurs en charge de ces politiques. C'est à cette réflexion qu'on est convié ce matin. Et les discussions s'articuleront autour de deux panels. Le premier panel porte sur la gestion des risques administratifs, économiques, financiers et fonciers. Ces risques intègrent la problématique relative au pilotage des politiques publiques et à la gestion des finances publiques et du domaine foncier. Le second panel concerne la gestion des risques liés à l'effondrement de l'ordre de la sécurité publique. Il sera ici question de discuter des mesures visant à augmenter l'efficience et l'efficacité de la justice, de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti, renforcer la sécurité intérieure et la sécurité aux frontières territoriales, faciliter la circulation des biens et des personnes, améliorer le cadre de sécurisation des investissements. Enfin, il s'agira de capitaliser sur les résultats des réflexions du jour afin de concevoir et d'élaborer des politiques publiques cohérentes, garantissant une meilleure sécurisation de l'investissement et du climat des affaires en Haïti. Je vous souhaite déjà une bonne et fructueuse participation. Merci. Merci, Monsieur le juge Salfonster, secrétaire général de la primature. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter le Premier ministre, Monsieur Joseph Joute, à prendre la parole. Donc, il va faire le point, bilan de la première journée qui avait été organisée ici, axée sur la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres et secrétaires d'État, Madame la directrice de cabinet, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le commandant-chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le gouverneur de la BRH et les membres du Conseil, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs. D'entrée de jeu, je tiens à remercier le Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse,
pour s'être mis disponible pour le gouvernement. Et en effet, il a participé à nos multiples rencontres stratégiques et a lancé, cela doit faire 1 mois et 3 jours, la première journée de l'économie le 28 août 2020, tenue sous le thème taux de change et stabilisation des prix. Les discussions de cette première journée de l'économie étaient axées autour de 3 séries de mesures prises par le gouvernement pour contrer une envolée du taux de change qui a atteint 120 gourdes pour $1 américain au début du mois d'août, avec une inflation galopante comme corollaire. Au cours de cette période, l'inflation a en effet atteint un taux de 25% et quasiment tous les produits fréquemment consommés en sont touchés. Tel est le cas de l'essence et celui des produits alimentaires. On peut y ajouter certains biens comme les appareils électroménagers, les vêtements, y compris des services aussi essentiels que la santé et l'éducation. Mais ce sont les dépenses alimentaires qui ont les plus affectées par cette inflation. Puisque les salaires n'augmentent pas, les ménages ont subi une baisse drastique de leur pouvoir d'achat. Et tout cela se développait sous fond d'une dollarisation partielle de l'économie. Quasiment tous les biens et services privés étaient indexés directement ou indirectement sur le taux de change. La question n'est pas d'être pour ou contre la dollarisation. C'est la dollarisation partielle de l'économie qui a posé un problème macroéconomique et social. Dans la pratique, le commerçant ou fournisseur de services dressait sa facture en devise ou en gourdes indexée sur son propre taux du jour, qui est souvent abusif. Alors qu'il libellait en gourdes ses charges salariales et ses obligations envers l'État, c'est-à-dire les impôts et paiement des services à l'EDH, de la DINEPA, ainsi de suite. Autrement dit, tous les salariés ne perçoivent pas leur salaire en dollars et les factures des services publics sont payées en gourdes. En fin de compte, la dollarisation partielle de l'économie devenait une source substantielle de gains pour les commerçants et fournisseurs des services économiques et financiers aux dépens des consommateurs très vulnérables et de l'État. Les mesures prises par le gouvernement pour libérer les consommateurs de ces abus et protéger notre cadre macroéconomique contre ces pratiques déstabilisatrices, le gouvernement a dû prendre, comme je viens de le souligner, 3 grandes séries de mesures. La première concerne l'avis du 7 août 2020, publié par la Banque de la République d'Haïti, annonçant l'injection progressive de 150 millions de dollars pour augmenter l'offre de devises sur le marché de change. La seconde série de mesures se rapporte au communiqué numéro 4 du ministère du Commerce et de l'Industrie daté du 31 août 2020, accordant un délai de 72 heures aux entreprises pour se soumettre sans exception à l'exigence de libeller et d'afficher les prix des produits en gourdes, conformément à l'arrêté du 19 septembre 2018. Enfin, le gouvernement s'est résolu à pratiquer le cash management pour éviter de recourir au financement monétaire des déficits budgétaires et à clôturer par anticipation l'exercice fiscal 2019-2020 au 30 août 2020. En référence, arrêté du 30 août 2020 fixant la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice 2019-2020.
En guise de résultat, l'ensemble des mesures du gouvernement sur la stabilisation des taux de change et la maîtrise de l'inflation commencent à donner des résultats satisfaisants. La situation d'inquiétude face à la hausse du taux de change est contrôlée. À l'heure actuelle, le dollar se change à moins de 65 gouttes. Il a ainsi retrouvé grosso modo le taux de février 2017, la date de prise en fonction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les prix de beaucoup de produits s'affichent à la baisse sur le marché national. La population s'en réjouit et s'approprie de ces mesures. Des sanctions sont prévues contre ces actes et la Banque de la République d'Haïti ainsi que le ministère du Commerce et de l'Industrie ont déjà mis en place un système de veille en vue de détecter les pratiques de violation ou de détournement des mesures subventionnées. Ces sanctions ne visent pas à supprimer la liberté de commerce. Il s'agit au fond de garantir l'intérêt public et stabiliser notre cadre macroéconomique en vue de sécuriser l'investissement. Pour les perspectives, nous ne pouvons pas développer un pays sans des capitaux. Mais ces derniers, je veux parler des capitaux, ont peur de turbulences et le climat de violence récurrente de toute forme auquel Haïti a toujours fait face. La croissance économique n'aboutira pas sans investissement, donc sans un climat sécuritaire durable. Le gouvernement se met au travail et lance ce vaste chantier relatif à la lutte contre la violence, l'insécurité foncière, la corruption, la défaillance au niveau du pilotage des politiques publiques, le grand banditisme, la contrebande, l'absence de concurrence. Ce sont des fléaux qui dégradent le climat des affaires et qui nuisent fortement à l'économie nationale. D'où la nécessité de continuer à engager des discussions sérieuses sur la sécurité et l'investissement en Haïti. C'est à cet exercice que vous êtes conviés ce matin. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, j'ai l'honneur d'introduire le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, pour son allocution de circonstance. Monsieur le Président de la République. Merci à vous. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, Monsieur le gouverneur, les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires et cadres de la primature et de la fonction publique, Messieurs les représentants du directeur général de la police nationale, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les économistes, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs. J'ai l'immense plaisir de lancer les travaux de la deuxième journée de l'économie consacrée au thème sécurité et investissement en Haïti.
le contexte macroéconomique a bien changé depuis le lancement de la première journée le 28 août dernier. La population commence à constater une amélioration dans son assiette. Le prix des produits de première nécessité comme la farine, l'huile, le riz, les pâtes alimentaires et autres affichent une tendance à la baisse. C'est le résultat concret des mesures monétaires, budgétaires et commerciales qui avaient fait l'objet de la première journée. Des mesures qui ont pour effet une baisse du taux de change du dollar. Aujourd'hui, ce taux de change est plus bas que celui de février 2017, lorsque nous avons accédé aux responsabilités, soit 67 gouttes pour $1. Au mois de juillet-août, toutes les conditions étaient réunies pour qu'une explosion sociale se produise dans le pays. En effet, on avait atteint le pic d'une évolution du taux de change du dollar américain. Au cours de la période allant du 1er octobre 1994 au 28 août 2020, le taux de change est passé de 13 gouttes à 120 gouttes pour $1 américain, soit une hausse de plus de 823%. Beaucoup ont attribué cette débâcle de la goutte à l'incompétence de mon administration, à la mauvaise gouvernance. Les secteurs de la déstabilisation ont sorti leur grosse artillerie de communication et de propagande négative pour produire du contenu sous forme de texte, d'audio et de vidéo en vue de faire passer de force ce message. Tout se passe comme si le pays devenait de plus en plus pauvre, avec une aggravation de la situation sous mon administration. Je suis un démocrate. Je crois en l'obligation de reddition de comptes. C'est sur cette base que je crois utile de faire la lumière sur ces critiques devant la nation, de rétablir les faits à l'occasion de ce grand forum. Mesdames, Messieurs, en février 2017, lorsque j'ai pris fonction comme président de la République, comme je viens de le rappeler, le taux de change était de l'ordre de 67 gouttes, environ pour $1 américain. Dans les mois suivants, la tendance du taux de change était même à la baisse. Fin juin, début juillet 2018, le dollar s'échangeait à 66 gouttes pour $1. Mais retenez bien cette date. Vers la fin du mois d'août 2018, le taux de change rattrapait son niveau de février 2017, soit 67 gouttes pour $1. Depuis cette date, on a assisté à une escalade du taux de change, en exergue des attaques contre la goutte. Ces attaques sont en relation avec un autre phénomène constaté, la rareté du dollar américain. De fin août au 2 octobre 2018, le taux de change est passé de 69 gouttes à 93 gouttes pour $1. 2019 était une année plutôt calme sur le marché des changes. Une baisse de ce taux avait même été enregistrée quand il est passé de 93 à 91 gouttes pour $1. Mais chose curieuse, personne ne sait pour quelle raison. Tout s'emballe en 2020. On est en plein cœur du confinement. Toutes les activités économiques sont au point mort. L'importation, principale source de sortie de devises, a diminué de 25%. Dans le même temps, fait important à signaler, les transferts de la diaspora qui constituent la principale source de rentrée de devises dans le pays augmentent de 27%. Pourtant, de janvier 2020 à fin août 2020,
Le taux de change est passé de 91 gouttes à 120 gouttes pour $1. Dans ce jeu d'attaque contre la goutte, le grand commerce n'est pas en reste. Les prix sont libellés en dollars américains et des taux de change excessifs fixés arbitrairement par le vendeur sont imposés à tout consommateur qui veut s'acquitter de sa facture en gouttes. En réaction, tout le monde se met à stocker des dollars, amplifiant ainsi la rareté de cette devise nécessaire aux transactions internationales, dont l'importation, l'achat en ligne sur le marché international, le paiement de frais universitaires des enfants poursuivant des études à l'étranger, etc. Mesdames, Messieurs, je viens de rappeler brièvement comment notre système macroéconomique a été l'objet d'attaques à travers la monnaie, un instrument de la politique de l'État. Attaquer la goutte, c'est poser les bases de l'effondrement de notre État. En d'autres termes, ces attaques contre la goutte n'avaient pas véritablement pour objet que le profit. À ce moment, le gouvernement de la République, à travers les autorités sectorielles, se devait de réagir afin d'éviter un chaos économico-financier qui pourrait pousser la population, plongée dans le désarroi et le désespoir, à venir grossir les rangs d'éventuels mouvements manifestement séditieux. Les mesures les plus promptes devaient être prises pour le bien-être de la majorité. Nous avions fait ce que le peuple attendait de nous. C'est bon et fidèles serviteurs. Mesdames, Messieurs, depuis l'instauration de la démocratie, la transition s'impose comme le modèle politique de certains secteurs qui ont en horreur les élections dont ils contestent systématiquement les résultats par la violence. Cette violence déstabilisatrice de notre système politique crée une insécurité qui met en danger l'investissement, vecteur de création d'emplois et de richesses. Quand, en plus de cette insécurité, s'ajoute cette décote exagérée de la goutte, on obtient ce cocktail qui déstabilise encore plus le pays en proie au doute et à l'incertitude économique. Je tiens à féliciter le Premier ministre et son équipe gouvernementale d'avoir pris le temps de bien étudier ce phénomène de déstabilisation dans ses dimensions monétaires, budgétaires et commerciales et de prendre les mesures appropriées. Toutefois, comme tout choix de politique publique, les inconvénients ne manquent pas. Certains opérateurs économiques qui ont fait leur plan d'affaires sur la dévalorisation de la goutte sont pris de panique. Les mesures que nous adoptons n'ont pas pour objet de ruiner des entrepreneurs, mais de créer un cadre sécuritaire favorable à l'investissement. Ce sera tout à l'honneur de chacun de faire preuve d'une certaine capacité de dépassement de ses intérêts particuliers ou de clan au profit de la majorité. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, nous sommes au tout début du nouvel exercice fiscal 2020-2021. Un nouveau budget vient d'être approuvé en Conseil des ministres. Je veux profiter de l'occasion pour souhaiter à tous les contribuables, à tous les entrepreneurs, une bonne année fiscale. C'est aussi le moment de rappeler les grands principes sur lesquels devra reposer la politique qui sera servie par ce budget. Ces grands principes sont la transparence et la reddition de comptes, la saine gestion des finances publiques, la gestion rationnelle du domaine et du foncier en vue de sécuriser la propriété foncière, l'ordre et la sécurité publique. Le thème de cette deuxième journée de l'économie tombe à point nommé: sécurité et investissement en Haïti. Je me réjouis de la largesse de vue qui préside à l'approche du terme insécurité qui pèse sur l'investissement de notre pays. Je souscris au diagnostic qui met en évidence les trois sources de cette insécurité. D'une part,
l'incertitude des décisions du fait de la défaillance des mécanismes de pilotage des politiques publiques entraînant une perturbation du processus de calcul d'investissement à long terme. D'autre part, la gestion incertaine des finances publiques, du foncier, alimentant l'instabilité du taux de change, l'inflation et l'insécurité foncière. Enfin, le désordre civil et politique, générateur de menaces contre les vies et les biens. En effet, l'impact positif des mesures monétaires, budgétaires et commerciales prises par le gouvernement ne sera durable que si elles sont adossées à un cadre sécuritaire favorable à l'investissement, le seul vecteur de création de richesse. Je veux vous rappeler que les réformes économiques, les réformes politiques sont indispensables pour trouver une paix sociale durable qui va nous conduire vers la stabilité, le progrès et le développement rêvés par plus d'un. Mesdames, Messieurs, Premier ministre, ministre, secrétaire d'État, je voulais profiter de l'occasion pour me faire parler avec nous pendant un nouveau exercice fiscal. Ça me dit nous là, qu'à servir nous faire des routes pour l'année fiscale. Sous plan politique, moi, je souhaite que tout gouvernement continue avec les réformes qui commencent déjà. Moi, je voulais parler des réformes dans l'infrastructure, pour aéroport, santé, l'école, route, énergie, pétrole, hydraulique et technologique. Sans nous pas oublier modernisation, administration publique, là, renforcer police là, avec l'armée noire. Réforme politique, organiser bon genre élections libres, transparentes, inclusives, honnêtes, démocratiques, avec participation tout le monde. Réforme ça, c'est une obligation si nous voulons pays à changer tout bon vrai. Corruption doit piguer l'ennemi nous. Corruption avec développement, c'est l'état citron. Nous devons continuer à aider mon gouvernement pour mettre l'État au service du peuple. Forme l'État peser sous ça, pas correspondre à la vision moi comme président. Il ne pas correspondre à la jambe avenir peuple. Moi-même comme président pays, nous sommes serviteurs peuple. Je demande à tout ministre, tout directeur qui a géré l'argent l'État, qui c'est l'argent peuple, pour faire ça avec un pile de transparence, avec un pile de responsabilité. Nous devons apprendre à rendre compte sous gestion. Nous devons venir plus près du peuple. Le peuple a besoin de service. Je voyage dans tout le pays. Depuis la campagne électorale, et pendant le président, je dis nous, ministres, secrétaire d'État, directeur général, tout gros chef qui est dans l'État, pays en dehors attend nous. Yo ta remet ouais nous. M'a demandé autorité dans la police là pour yo continuer goumen. Pour yo goumen plus toujours contre phénomène de sécurité. Mettez intelligence, mettez force pour nous mettre tout bandit en déroute. L'État fait un pile d'efforts pour battre la police la moyen pour mettre l'ordre, discipline et sécurité dans tout département, dans toute commune, dans toute section rurale, dans tout quartier. Que ce quartier moun qui pauvre, que ce quartier moun qui riche, tout le monde mérite sécurité à la ronde Baden. Nous mettons environ 1,6 milliard de gouttes dans le budget 2020-2021 pour la police qui a acheté équipement matériel, les besoins pour le peuple la sécurité. Parce que le peuple là, il y a deux plus gros problèmes. Premier, c'est la vie chère.
que le gouvernement attaqué, et le gouvernement attaqué le fort, et le gouvernement attaqué le tout bon vrai. Deuxième, c'est l'insécurité. C'est pour nous arriver sur le peuple là, pour nous faire quel content, parce que c'est pour ça le bon pouvoir, c'est pour ça la payer nous, c'est pour nous battre le service. La police là, ne doit jamais oublier qu'elle sortit dans la matrice peuple là, qui donc, il doit protéger bien peuple là et servir peuple là. Moi, qu'on a fait un job qui est difficile en pile. Moi-même, avec tout le gouvernement, pas jamais suspendre penser pour l'institution policière. Et je remercie le Premier ministre dans le gouvernement, dans le budget, ça, il y a un moyen pour renforcer les affaires d'assurance pour les policiers. Les blessés, les accidents, les familles qui ont des problèmes pour ne pas dans casse-tête. Premier ministre, compliment. Pour gérer ça. Je demande au ministre de la Défense pour continuer le processus de renforcement de l'armée. L'armée doit avoir un bon genre moyen. Il doit avoir un effectif et matériel pour jouer un rôle dans la défense du territoire du pays. Si vous avez des frontières, construire une route avec infrastructure agricole, Jean l'armée commence à faire ça. Dans le barrage Marion, dans la route Kafou, Jean-François Foulet, profitez. Voyons un mot spécial pour les militaires ça, qui brûlent. L'exercice fonctionne. Dans sortir avec asphalte, gros monde, pour porter dans la zone endroit pour asphalter route Kafou, Jean-François Foulet, qui Jean lié depuis le pays indépendant pour aujourd'hui. Et décision prend pour que c'est l'État haïtien. Et m'a dit nous encore merci, ministre des Travaux publics, ministre de la Défense, tout le monde, à la honte des premiers ministres, qui tous ces points avec nous, pour nous camper derrière, pour nous construire route ça. C'est justice n'a fait à mon nord-ouest. C'est justice n'a fait à mon bord de paix. L'armée d'Haïti, qui n'a jamais suspendu le travail dans le barrage La Tannerie. Barrage ça qui campé depuis 40 ans. Depuis 40 ans, il n'y a pas de goutte de l'eau dans la plaine du Nord. Ça veut dire, plus précisément dans la zone quartier Mourin. Avec le travail que l'armée d'Haïti a fait aujourd'hui, avec le ministère de l'Agriculture, Travaux publics, de l'eau pour aller tourner dans le canal pour user plusieurs milliers d'hectares dans la plaine du Nord. Le travail qu'a fait dans la route, dans mon département nord-est, côté pour connecter des communes, côté yon pas de jamais connecté avec l'autre. L'armée d'Haïti, travaux publics, chapeau pour nous. Et c'est ça que le peuple a demandé. Li mandon l'État, li mandé on l'armée, li mandon police qui est au service. Et c'est ça, turbulence politique, crasé, brisé, mettez du feu, pas qu'à faire bac, pas qu'à faire courir. M'a toujours été sur chemin ça, chemin pour me servir le peuple là. Je demande aux autorités de la justice de faire le job. La justice, c'est une institution qui lève une nation. Il doit y avoir une justice ni pour les pauvres, ni pour les riches. La justice n'a pas bien fonctionné, pas jamais un bon investissement dans le pays. Parce que les gens qui ont investi, ouais que l'État n'a pas garanti l'investissement. Les citoyens ont perdu confiance dans l'autorité. Lundi 5 octobre, ça va venir, c'est l'ouverture des travaux judiciaires. Depuis aujourd'hui, je souhaite tout magistrat, tout greffier, tout huissier, bonne ouverture des travaux judiciaires. Je demande pour le système, mettez-le en branle pour réduire la quantité de gens qui sont en détention préventive prolongée dans la prison. Parce que il y a pile de monde qui n'est pas qu'à payer avocat. C'est pour ça que je connais loi sous assistance légale là, li passé et conseil d'administration mettait sous pied. C'est un moyen pour prisonniers qui ne peuvent pas payer avocat, pour joindre un avocat gratis pour plaider cause, pour suspendre, couper dans la prison sans raison. Dans le mois qui vient là, pour avoir une élection pour renouveler le personnel politique du pays. Tout
le monde qui veut venir diriger le pays, c'est une élection pour nous aller. Il y a des gens qui ne sont pas jamais d'accord à aller dans l'élection parce que vous connaissez pas gagner. Les gens c'est fanatique de transition. Transition pas dans ce coulées avec le développement économique, ni avec la stabilité politique et sociale. Transition, c'est séparer gâteau, bail vieux contrat champoel, profiter de votre pays. Politique qui te mêle sans personne pas responsable. Et puis, après, le peuple a tombé dans la misère, dans la malcité. Moi, je dis, dans tête pays, ça moi, je ne peux pas parler. Mais, ça empile mon ouem fait que peut-être qu'à considérer comme gros bagage. C'est petit goût de l'eau qu'il a dans l'océan. Il y a pile l'autre bagage qui peut faire toujours. C'est pour ça que le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de stabilité pour tout bagage ça fait. Pour le peuple qui arrive à joindre ça pour lui, pour le pays qui a souffle. Sous le plan économique, le gouvernement fait un pile d'efforts pour lever ce qu'on fait good là devant le dollar. Nous déterminés pour nous faire good là stable, pour nous contrôler l'inflation, pour ne pas quitter la spéculation, faire good là tourner les oreilles bourriques, pour nous combattre le marché noir. Nous disons bravo pour l'autorité Banque centrale, ministère des Finances et le Premier ministre. Le peuple a senti baisse dollar dans la poche et dans l'assiette. Pour un pile produit, tant que l'huile, du riz, les spaghettis, pois, descendent dans le marché. Vous entendez des témoignages. Mais il faut me dire, ça n'a pas qu'au fin ça net. Nous avons demandé pour le ministre du Commerce là, pour le prendre en charge. Parce que l'autorité monétaire a fait travail. Maintenant, le ministre fait du bout. Tout commerçant doit plier en bas mesure le gouvernement prend pour soulager le peuple. Pas un monde, je dis pas personne qui peut comprendre au-dessus de la loi, quel que soit mon ou en bas de la loi. Si vous avez un monde qui a fait marché noir, et spéculation, vous pouvez le marché raconter devant le juge dans le tribunal. Ça n'a pas besoin d'arriver là. Nous pas souhaiter ça arrive. On nous entend nous. Connaît que côté droit pas fini, c'est là pour l'autre commencer. Ça veut dire l'État qui était à terre, c'est lui-même qui bat pour nous lever, pour nous faire venir servir. Pas oublier ou même cap travail, cap fait quoi qui parfois marché noir avec spéculation tentée. Mais pas oublier, l'État, c'est lui-même qui est là pour la sécurité, qui peut construire route pour, qui peut retirer fatra dans la rue, qui peut construire l'école pour tout le monde. C'est l'État ça. C'est lui-même, l'aile du, c'est pour respecter les règles là, il faut qu'à respecter. Qui donc, n'a pas de collaboration chaque acteur pour faire principe et mesures appliquées. Les gens qui sont dans le secteur privé, les gens qui fait gros business dans le pays, nous tous ces des acteurs, il faut nous mettre ensemble avec l'État, ensemble avec le ministre du Commerce, dans bon genre collaboration pour nous arriver à couper les affaires de spéculation avec le marché noir. Dollar aujourd'hui, Banque centrale sortit taux référence là chaque jour. Tout le monde doit respecter. Tout le monde à la monde bade. Taux référence Banque centrale là, tout le monde. Quel que soit le monde qui a vendu dans la market, que c'est ça qui est dans le marché, quel que soit le commerce qu'on fait, taux par là, pas qu'à gagner 20 points, pas qu'à gagner 10 points, pas qu'à gagner 5 points, pas qu'à gagner 1 point en plus que taux DRH là. Taux qui est applicable là, c'est taux Banque centrale là. Et maintenant des populations, veillez avec nous pour nous côté prix à monter 17 hauteurs pour nous capables pas vouer nous craser briser. C'est pas ça m'apprendre nous. M'apprendre nous tolérance, non violence, toujours mettre autorité au courant
pour l'autorité jouer rôle parce que faut la loi avec le principe qu'a appliqué dans le pays. Moi comprendre qu'il y a un secteur qui baisse de la affecté. Secteur ça a estimé il fait pète. Moi voulais pour secteur ça comprendre que mesures ça pas prend pour faire personne méchanceté. Mesures économiques ça prend pour permettre gagner un plus bon équilibre dans la société. Équilibre ça pour permettre de plus de stabilité politique, sociale et économique dans le pays. Baisser de là pour protéger poche et cassette si là qui plus faible, qui plus pauvre, c'est un acte que tout le monde doit applaudir, que ces politiciens, que ces acteurs économiques, tout le monde à la honte bade. Je dis, doit être content parce que le peuple là, avec petit sale qui est rentré dans la main, il est capable de petit lit manger aujourd'hui. Moi, c'est président tout le monde. Moi, c'est président tout secteur. Pour secteur qui sont affectés parce que le dollar a baissé, le gouvernement paraît pour chita avec eux, pour tendre eux, brasser l'idée sur solution qui est possible sans ne pas mettre l'intérêt peuple en danger. Parce que je dis, l'intérêt peuple, nous tous, la joie qui est dans le marché public, c'est là pour nous comprendre qui ça peuple veut tout bon vrai. Et ça, je crois que le plus bon complot nous avons fait aujourd'hui, c'est mettre tête nous ensemble pour nous prix tout bas dans la hauteur pour ne pas jamais monter, pour le peuple qui souffre. Directeur DGI, directeur de la douane, secrétaire d'État réforme fiscale, m'a demandé pour nous faire travailler, nous, Jean la loi a demandé ça. C'est pour tout le monde qui doit l'État, payer l'État. Tout le monde, en général. Entrepreneur, importateur, pas de droit de faire contrebande. Ils n'ont pas de droit à faire fausse déclaration dans bord de douane. Si aucun beau, ou qu'on ça arrive, ça veut dire, leur commander marchandises, c'est pour déclarer tout ça au commandé. Pour ça qui pour venir pour le peuple là, pour Kabalil. Payer taxe à quel pour nous. À faire déclaration définitive pour nous. Pour ne pas en contravention avec la loi. Parce que la loi, elle est là pour l'appliquer pour et contre tout le monde. Si ça c'est pour le peuple là, si ça qui n'en met on pour l'État, pas oublier pour le voler. Parce que c'est avec lui pour l'État construire route, pour le mettre courant qu'on après les jours dire content ouais en pile ville dans le pays qui pas jamais courant. Comment c'est courant? Il y a des gens même qui disent dormir dans le courant, ils lever dans le courant. Mais c'est bon miracle. Ça que l'argent pour vous faire. Si mon est dans le monde, pas oublier pour la douane, pour DGI. C'est mon ça pour permettre de construire l'école, l'hôpital avec santé. C'est comme ça dans le monde qui peut permettre de construire bon système d'irrigation pour cultivateurs, pour nous faire paysans, pour qu'ils soient contents. C'est mon ça dans le monde qui peut permettre de renforcer l'université pour les jeunes. C'est lui-même, pas qu'un bel. Pas oublier, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'État. Ça veut dire c'est pour le peuple. C'est avec Timon ça qui nous met là. Pour l'État mettre sécurité, pour faire bon gens travail dans l'environnement. Tant que travail reboisement pour faire dans le bassin versant, travail reboisement pour faire dans la tête monde. C'est avec petit comme ça qui dans le monde. Je connais quand pile de monde qui fait gros plein pour des grosses décisions qui prennent un budget. Mais je dis, je dis, je demande pour conscience, pour quitter conscience, parler avec eux. Un pays, pas qu'à chita son importation seulement. Le gouvernement prend décision, l'a installé le système d'irrigation qui marche avec le soleil dans tout le pays. Ce n'est pas pour rien la faire. C'est parce que le gouvernement veut encourager la production de fruits qui sont capables de transformer. Par exemple,
tomate. Pour qui ça pour moun n'a pas acheté pâte de tomate dans le pays étranger? Pour qui ça pour moun n'a pas acheté concentré de tomate dans le pays étranger? Alors que pour produire tomate, on a besoin de 2 mois et demi. Et pour transformer, c'est nos secondes. Nous-mêmes, qui dans le secteur privé, qui commençait avec l'industrie dans le sens ça, l'État a encouragé nous. Moi, je connais qu'il y a un bon instrument financier pour ça, qui peut permettre de nous jouer un bon taux pour nous augmenter la capacité, nous, pour nous capables de faire paysans en pleine. Tant que les gens qui dans la vallée de la Tibonite, moi, je connais qu'ils ont produit en pile de tomates longtemps. Il y a même une usine qui ont transformé les tomates, tellement ils ont produit tomates. Et pourtant, je dis, les gens qui ont marché avec tomates, ils ont quitté à terre, les dans la saison tomate, parce que pas de gens qui peuvent acheter. Et puis, pas de tomates à importer dans le pays, concentré de tomates à importer, l'État n'a jamais dit rien. C'est pour ça que je dis, le gouvernement, il dit Abraham, dit c'est assez. Nous prenons décision pour augmenter les tarifs dans les affaires d'importation, concentrer tomates avec pas de tomates dans le pays. Je dis, il faut que les paysans, les cultivateurs, papa nous, maman nous, ils ont commencé à nous souffrir, frère nous. C'est pour ça que vous avez voté et c'est pour ça que je travaille pour mettre l'État qui a servi. Et pour l'État servi, c'est là nous goumens pour amélioration de la vie changer. Système irrigation ça cap installé dans tout le pays moun en rouge cap garder cap tandem là moun férié moun tout côté moun dans pleine Gonaïve moun dans nord-ouest c'est pour nous décision ça va prendre un budget moun qui dans gros industrie tant que moun qui dans industrie cap fait farine dans le pays c'est pas possible pour qu'on moun gon usine et puis c'est 20% seulement capacité usine cap li fait travail parce que contrebande avec importation farine rend la vie impossible. Nous là pour encourager l'industrie dans le pays. C'est pour ça que les grosses décisions qui prennent dans le budget, nous connaissons un pile de monde qui n'est pas content. Mais là, je dis en pile, considérez qui quantité par rapport à la quantité de monde qui prend des décisions pour faire industrie dans le pays. C'est pour ça que je encouragé nous-mêmes qui dans l'importation, commencer à mettre ensemble pour nous commencer à convertir tête nous en producteurs. C'est le pays ça nous rêver. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour nous mettre courant dans le pays. C'est pour ça que nous prenons décision pour nous dire que 1 kW de courant pour l'industrie, là tout travail fin fait, nous allons le mettre à 15 centimes pour vous, qui va permettre nous même qui est industrie, pour qu'on ait un courant à meilleur marché et à bonne qualité pour qu'on faire industrie marché. Décision, ça n'est pas facile. Et je profite de l'occasion pour me féliciter et remercier tout le monde qui est dans le domaine ça. Tant que ministre des Travaux publics, tant que directeur général électricité d'État d'Haïti, avec tout employé qui font pile effort pour nous remettre EDH campé sous pied, directeur général ANACA, tout jeune qui est dans l'université, qui porte concours, dans l'étude qu'a fait à travers tout le pays, pour que 147 communes pays, nos avenir qui très proche, ils tout gagné courant 24/24. C'est ça que nous promettons. Et c'est lui qui peut le faire. Changement, c'est un qui dure. Changement, pas facile. Son mot qui fait peur. Son mot qui dure. Même changement fait peur toujours à minorité. Et pourtant, changement toujours bon pour majorité. C'est pour ça que je dis, nous prenons courage pour nous capables de travailler pour majorité. Ça. Et je crois que femmes et garçons qui sont dans la salle, ça, je dis, société civile, gouvernement, cadre dans l'État, tout le monde à la ronde badé, c'est rôle nous, c'est devoir nous, pour nous capables de mettre tête nous ensemble, pour nous dire comment, pour nous être capables de changer. Je ne pas dire mentalité, parce que pour changer la mentalité, il faut prendre des siècles, mais changer le comportement. Que nous mettons réellement au service du peuple. Je demande toute institution qui est là pour ça, pour jouer le rôle de contrôle, tant que l'inspection générale des finances, unité de lutte contre la corruption, pour être très actif, ouvert pour nous capables de garder dans tout coin
affaires corruption, hein, parce que chaque dollar, chaque goutte nous économiser, nous voyons qui ça que nous dépensons. Jodi, c'est presque ces graisse cochon, hein, 4 putes cochon. Hein. Et pourtant, le travail a fait dans presque tout le pays. Hein. Presque tout côté dans le pays, côté où passe un petit travail qu'a fait. Nous pas grand pile, mais si ça nous gagne, nous battre pour nous mettre au service peuple là. Ça veut dire et moun qui riche et moun qui pauvre, nous toutes nous faisons partie du peuple là. Moi je voulais profiter de l'occasion ça pour me lancer une autre fois encore. Je ne peux jamais suspendre. Un appel à tout secteur. Je voulais parler des secteurs économiques là, secteur politique là, social, religieux, co-intellectuel pays, gros savez. Mais je voulais dire nous, sont seuls gens, nous qui font bagaille pour le pays ça. C'est pour nous mettre tête nous ensemble. Et ça qui arrive, qu'on décide, ou bien droit, dire pas mettre ensemble, mettez tête ensemble avec Jovenel Moïse, mais obligé mettre tête ensemble avec le président d'Haïti pour nous retirer le pays dans salut. Parce que, au cas l'ennemi Jovenel Moïse, mon pas doit l'ennemi président d'Haïti. Parce que Haïti, c'est pour nous toutes. Haïti, c'est pays nous. Haïti, c'est terre, nous pas qu'à quitter. Nous pas en transit dans le pays. Haïti, c'est pour nous toutes. Nous avons un seul pays. C'est Haïti. Personne ne peut venir sauver ni construire pour nous. Personne. C'est nous qui pouvons sauver. C'est nous qui pouvons construire. On nous mettait à côté tout ça qui divise nous. Nous connaissons ça qui divise nous plus que ça qui unit nous. Mais on nous construit le pays ça, sous ça qui unit nous. Est-ce que les affaires mettent courant, ces affaires président seulement? Non. Est-ce que ces affaires ministres seulement? Non. Est-ce que ces affaires secrétaires d'État seulement? Non. Est-ce que ces affaires directeurs généraux seulement? Non. Les affaires mettent courant dans le pays, ces affaires nous toutes. Je prends ça comme exemple pour dire nous ça seulement. Tu as supposé unir nous ensemble. Est-ce que les affaires descendent manger dans le marché pour un sac de riz sorti de 2500 gouttes pour aujourd'hui à la vente à 1250 gouttes? Est-ce que ces affaires ont groupe monde? Non. Ces affaires nous toutes. Et c'est ça au moment d'aujourd'hui qui pour unir nous. Les affaires sécurité, est-ce que ces affaires ont groupe seulement? Non. Les affaires sécurité, ces affaires nous toutes. Moi, je demande nous mettre tête nous ensemble pour nous capables de mettre le pays sous route changement, sous route développement, que nous tous rêvons pour les générations qui viennent venir, ils ne pas juger nous. Même Jean aujourd'hui, nous avons jugé les générations passées. Nous jugeons parce qu'ils quittent le pays pour nous quand l'on beau. Aujourd'hui, on nous regarde l'autre dans les yeux pour nous quitter un pays meilleur, pour petit tout, avec petit tout qui venir. Merci un peu. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Et maintenant, on va passer aux discussions. Maintenant, on va passer aux discussions. Je signale que le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, il va assister au premier panel. Merci, Monsieur le Président. Le premier panel va porter sur la gestion des risques administratifs, économiques, financiers et fonciers. Et dans cet axe, il sera question de faire un état des mesures à prendre concernant les points suivants: pilotage des politiques publiques, gestion des finances et du domaine et du foncier. Alors, dans le cadre de ce panel, nous allons appeler tout d'abord le modérateur, M. Georges-Henri Fils, qui est membre du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti. M. Georges-Henri.
Nous appelons M. Kassendi Kalis, qui est économiste. Nous appelons M. Morlan Miradin, directeur général de la DGI, la Direction générale des impôts. Nous appelons le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Odin Fils Bernadel. Et enfin, le Premier ministre, qui va aussi intervenir dans le cadre de ce débat. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux de la primature de la présidence, Madame le directeur de cabinet de la primature, distingués invités en leur rang, grade et qualité. Et nous sommes là aujourd'hui pour traiter ce thème, sécurité et investissement en Haïti. Le président de la République a largement, je dirais, campé le décor de cet événement en insistant sur les liens entre la sécurité et l'investissement. Le panel ici a pour objet de traiter le thème gestion des risques administratifs, économiques et financiers. Et comme nous le savons tous, le climat des affaires est déterminant dans la croissance de l'investissement dans tout pays. Et l'investissement est aussi générateur de richesses et d'emplois. Qu'il s'agisse de l'investissement local en biens et services, qu'il s'agisse d'investissements directs étrangers ou d'investissements de portefeuille, très volatile d'ailleurs, un environnement caractérisé par la prévisibilité des décisions, par le respect des normes, par le respect de la propriété privée, par une gouvernance éclairée, elles sont indispensables pour rassurer l'investisseur et lui garantir une évolution favorable de son investissement. La défaillance des facteurs précités constitue en fait une forme d'insécurité à l'investissement. Alors ici, je dois souligner que le terme insécurité est utilisé comme le développement non contrôlé d'un ensemble de pratiques déstabilisatrices, que ce soit au niveau macroéconomique, que ce soit au niveau infrastructurel. Et ces pratiques déstabilisatrices constituent des risques et des menaces à l'investissement. Donc, qu'on ne s'étonne pas qu'au regard de la persistance de ces risques, qu'un entrepreneur fasse le choix des activités à rentabilité immédiate, c'est-à-dire des activités commerciales rapides, sans grande valeur ajoutée pour la croissance
au détriment des investissements de long terme destinés à structurer notre appareil de production. Aujourd'hui, ce panel intitulé « Gestion des risques administratifs, économiques, financiers et fonciers », composé d'éminentes personnalités dont je vais vous présenter, est là pour partager avec nous un état des lieux des mesures de lutte liées à la gestion des risques administratifs, économiques et financiers. Il sera question de mesures à prendre concernant le pilotage des politiques publiques ainsi que la gestion économique des finances, du domaine et du foncier. Nous avons avec nous dans ce panel, pour traiter et ce thème assez évocateur, je dirais, nous avons l'honneur d'avoir le Premier ministre Joseph Jout. Nous avons avec nous le directeur général de la DGI, M. Morlan Miradin. Oh, excusez-moi, nous avons le ministre de l'Intérieur, par ordre de précédence, je voudrais dû citer le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Audin Fils Bernardel, et l'économiste, n'est-ce pas, Gassendi Kalis. Gassendi Kalis, qui est un jeune économiste, c'est vrai, il a un master en management, parce que les autres personnalités se passent de présentation. Donc permettez que je présente ce jeune économiste qui a été d'ailleurs mon étudiant. Il a un master en management, il est doctorant en politique et publique, économie du savoir. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Investissement direct étranger et croissance économique en Haïti, qui est actuellement disponible sur Amazon. Bien ça? Ok. Donc, sur ce, je vous invite à les écouter. À tout seigneur, tout honneur, nous passons d'abord nous passons la parole au Premier ministre. Commençons. Nous passons d'abord la parole au Premier ministre, M. Joseph Jout. Merci. Merci, monsieur le débatteur. On commence par énumérer les obstacles et les contraintes. Les résultats obtenus jusqu'à présent, bien qu'encourageants, ne sont pas encore suffisants, car certains obstacles restent encore à franchir. Des mesures adéquates doivent donc être prises par rapport au point suivant. Depuis les normes relatives à l'ouverture d'une entreprise, dont certaines d'entre elles ne sont pas seulement justifiées par des objectifs économiques légitimes, mais pèsent inutilement et se transforment en fardeau pour des investissements potentiels. Depuis l'accès au financement, nous avons nettement l'impression que les acteurs financiers, qu'ils soient dans le secteur formel, c'est-à-dire les banques et les institutions de microfinance, ou dans le secteur informel comme prêteurs, jouent un rôle limité. Cet accès insuffisant au financement compromet la survie même des investissements, surtout dans les zones rurales où l'accessibilité au crédit est indispensable au bon fonctionnement des entreprises agricoles. Depuis le manque d'accès à l'énergie, qui affecte inévitablement la productivité des investissements, les coupures d'électricité réduisent la production, diminuent le chiffre d'affaires et l'utilisation des génératrices occasionne des coûts imprévus, affectant ainsi la rentabilité de l'investissement. Sur l'investissement, quand nous examinons ces obstacles à l'épanouissement des investissements, nous ne pouvons qu'être sensibilisés à tout ce qui concerne la création de ce climat favorable et travailler à l'adoption de nouvelles mesures pour soutenir l'entrepreneuriat. Néanmoins, au-delà de toutes les mesures,
Ce qui est important, c'est la tenue d'un dialogue autour de certaines contraintes pour envisager les mesures les plus efficaces par rapport à la faiblesse du système juridique, à l'absence d'une main-d'œuvre qualifiée, aux contraintes d'accès au crédit, au dialogue en cours a permis d'identifier d'autres irritants, à l'insuffisance des garanties pour la protection de la propriété privée, à l'absence flagrante d'infrastructures et de services publics, à la présence de monopoles, à l'absence de cadastre, l'absence des lois relatives au transfert de propriété, à l'absence d'un système formel, au cadre réglementaire dysfonctionnel, à l'absence de mécanismes d'efficace pour la médiation et l'arbitrage international, au cadre juridique qui se révèle obsolète, à l'absence d'un cadre fonctionnel pour les zones franches et les parcs industriels. L'investissement public a deux grandes fonctions majeures. D'abord, celle de transformer structurellement l'économie en possédant l'allocation des ressources au profit d'activités et de secteurs productifs. Cette fonction est capitale pour ce qui est de la croissance et du développement à long terme, puisque c'est grâce à elle que l'investissement public peut contribuer à stimuler les initiatives économiques privées. Ensuite, la deuxième fonction de l'investissement public consiste à stimuler la demande globale. Cette fonction est importante dans un pays où le taux de chômage est élevé, puisqu'il s'agit d'accroître les dépenses courantes en mettant en œuvre des projets d'investissement public dans un contexte de ralentissement des activités économiques. À propos du taux de change et des résultats qui en découlent, la dernière mesure prise et relative au taux de change est à renforcer. Le gouvernement part du principe que les agents économiques ont le risque en aversion et que le climat des affaires est gêné par les mouvements intempestifs du taux de change. De nombreux indicateurs sont aujourd'hui positifs. Le pouvoir d'achat des ménages augmente et la consommation a bien progressé. Le règlement de la facture pétrolière ne subira plus de retard dû à l'indisponibilité du dollar américain. Les prévisions du taux de marge des entreprises sont à la hausse compte tenu de la baisse des coûts d'approvisionnement. Là maintenant, j'attaque l'insécurité. L'investissement, qu'il soit public, privé ou même celui des ménages, est non seulement fonction de l'épargne disponible nationale ou internationale, mais aussi et surtout d'un climat lui est favorable. La promotion de l'investissement exige un contexte macroéconomique stable et une remontée des paramètres économiques et sociaux. Cette promotion commence d'abord et surtout par le rétablissement d'un climat de sécurité. L'insécurité terrorise les citoyens, endeuille les familles et déprime le climat de la vie en société. Si elle s'illustre par l'augmentation des infractions liées aux gangs, si elle est entretenue par la circulation des armes et des munitions, nous ne pouvons oublier qu'elle est aussi le reflet de la brutalité des rapports sociaux, avec un coefficient de Gini supérieur à 0,6%. Notre pays a vu se façonner un corps social dans lequel sévit un climat d'hostilité rampante, clanique et marqué par des violences à répétition. Le gouvernement privilégie l'application des sanctions prévues par la loi, au même titre que la prévention et l'insertion afin d'anticiper cette spirale de la délinquance. Aussi, parallèlement aux actions ciblant une réponse policière et judiciaire face au banditisme, des initiatives socio-éducatives basées sur l'origine, la dégradation des conditions de vie dans les zones précaires sont-elles également en cours. Tant que la précarité économique sera la note générale dans celle-ci, la sécurité totale ne sera qu'un rêve.
Ainsi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, tout en privilégiant l'usage des mesures légales, il n'est nullement question d'ignorer la prévention et la réinsertion. L'ennemi de la sécurité, c'est la misère montante et on ne peut d'en faire qu'à travers la mise en œuvre appropriée d'investissements publics et privés. Un effort important est entrepris afin de pouvoir équiper convenablement les forces de l'ordre et maintenir une présence dissuasive partout où elle s'avère indispensable. Je vous en donne la garantie. La volonté est là, à ce carrefour où nous nous trouvons. Nous n'avons pas d'autre option que de gagner ce pari. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est résolu à prendre toutes les mesures ponctuelles et structurelles afin de faire régner l'ordre public. Néanmoins, ici comme ailleurs, la gestion de l'insécurité est complexe et nécessite surtout des moyens appropriés. C'est pour cette raison que le gouvernement a adopté une mesure importante, celle de faire de la sécurité une priorité qui est traduite dans le budget de l'exercice 2020-2021. Merci. Après les propos du Premier ministre Joute, qui intervient, en fait, je dois le rectifier, en tant que ministre de la planification et de la coopération externe particulièrement. Et c'est à ce titre qu'il a fait son intervention. Et maintenant, nous passons la parole au ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Audin, fils Bernadette. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, collègues ministres et secrétaires d'État, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le directeur général de la police, les hauts cadres de la police nationale, le commandant en chef de l'armée d'Haïti, Mesdames, Messieurs les économistes, les membres de la presse parlée, écrite et télévisée, chers invités, c'est un plaisir de participer à la deuxième journée de l'économie de la primature et d'être invité à traiter le sujet majeur, insécurité et investissement en Haïti. Je vous présenterai un tableau le plus près possible de la réalité. Je visiterai avec vous les voies prospectives de solutions à ce que tout intéressé assimile à un problème majeur pour le développement durable en Haïti. Et je me ferai un plaisir, le plaisir de répondre bien évidemment à vos questions, interpellations. Depuis de trop nombreuses années, qui dépassent bien largement la mandature en cours, notre pays est malade de son insécurité. L'insécurité sociale a de graves conséquences. Mais les Haïtiens pensent à raison, selon moi, que l'on ne peut pas toujours trouver des excuses à tout. Des faits insupportables d'une extrême violence se multiplient et choquent bien légitimement nos concitoyens. Permettez que je ne vous réfère pas à l'inventaire un peu macabre de ceux qui se sont produits ces dernières années et qui déstabilisent les investissements en Haïti. Pour comprendre la dynamique liant les concepts insécurité et investissement, je m'arrêterai à certaines tendances de fond, car la stabilité, la sécurité, l'investissement, la croissance et le développement économique constituent des concepts très étroitement liés et intimement. Je rappellerai qu'Haïti, depuis plus de 3 décennies, de 1990 à aujourd'hui,
est prise en otage par le phénomène dit de la criminalité organisée, traînant derrière lui cette forme d'instabilité multicéphale. Handicapant profondément et dans toutes ses dimensions la gouvernance de cette nation, tant sur le plan politique, économique et social. Les conséquences sont donc multiples, incluant notamment, premièrement, la fragilisation des institutions régaliennes de l'État, l'hypothèque des procédures et standards du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, et la prolifération de toute forme de risques et de menaces préjudiciables aux entreprises, d'investissement et à la mise en œuvre d'importantes infrastructures de développement. Dans le cadre de ce programme de relance des post-Covid-19 qui sera mis en œuvre par le gouvernement de la République, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, dont j'ai l'insigne honneur de diriger, a entrepris et mis en œuvre et de manière ponctuelle toutes les mesures devant nous permettre de renforcer les structures de sécurité et de contrôle de notre territoire, de la sûreté quotidienne de nos populations, aussi bien de la sécurité et de la défense de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Ma première remarque irrelative est que l'autorité de l'État en Haïti tarde à être restaurée. Ma deuxième, fort des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai construit une équipe qui a compris qu'on ne peut être toléré aucune entorse à l'ordre républicain. Les fondements de notre République, la liberté qui ne peut exister sans la sécurité, l'égalité garantie par la loi républicaine et la fraternité qui permet de faire nation ensemble doivent être sauvegardés et confortés. D'après une étude réalisée en 2019 par le Copenhagen Institute, le rythme de progression de la demande en solutions de sécurité est de 2 à 3 fois supérieur à la croissance économique mondiale. Chez nous, pour comprendre cette quête, je présenterai 2 points incontournables de mon travail de ministre. Petit A, maîtrise du phénomène de l'insécurité par l'État pour faciliter la relance de l'investissement par une administration qui s'est renforcée malgré la crise ou les crises. Petit B, avancée significative dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire de la République par un cadrage stratégique qui campe l'objectif et le contenu de chaque axe d'intervention du ministère auquel des résultats sont attendus. D'abord, quelle est la mission du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales au regard de la loi? Le décret du 31 mai 1990 porte en définition de l'organisation et du fonctionnement du ministère de l'Intérieur prescrit qu'il est l'organisme central ayant pour mission de concevoir, de définir et de concrétiser la politique du pouvoir exécutif en ce qui concerne la tutelle des collectivités territoriales, la sécurité intérieure, la facilitation et la circulation des biens et des personnes, la sécurité des frontières, la lutte contre la contrebande et les crimes transfrontaliers. Ce même décret précise en substance les attributions du ministère, à savoir le contrôle de tutelle sur les collectivités territoriales, la coordination et le contrôle des départements, des arrondissements et des communes, la prévention et le secours en cas de calamité aux populations victimes, le respect, conjointement avec les institutions compétentes, des prescriptions constitutionnelles quant aux droits fondamentaux, la garantie de la sécurité intérieure de l'État, l'application des lois et des mesures relatives à l'immigration et l'immigration, l'autorisation de fonctionnement et le contrôle des ONG, conjointement avec les organismes concernés, la gestion conjointe des biens du domaine public, l'exercice d'autres attributions liées à sa mission, la Constitution et la loi. Donc, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, communément appelé MIC, est une institution transversale
chargé traditionnellement de la sécurité intérieure, de l'administration du territoire et des libertés publiques, depuis 1806, le ministère de l'Intérieur est au cœur de l'administration haïtienne. Il devrait assurer sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays, particulièrement les collectivités territoriales. Son organisation, ses moyens humains et matériels sont déficitaires au lieu de constituer l'outil privilégié de l'État pour garantir aux citoyens l'exercice des droits, des devoirs et libertés réaffirmés par la Constitution de 1987 amendée. Dans notre cadre de programmation ou programmatique de 2020 à 2022, élaboré en référence à la feuille de route du Premier ministre du 19 mars 2020, a apporté des idées et outils concrets au gouvernement pour faire face à l'insécurité et garantir les investissements. Les coûts globaux des différentes actions à mener dans les 3 axes d'intervention, administration du territoire, sécurité et ordre public, contrôle et développement frontalier, collaboration avec les autres ministères sectoriels s'élèvent à 16 milliards 599 millions 640 000 gouttes, dont 13 milliards 444 640 millions pour l'axe administration du territoire. In fine, les résultats ambitionnent, entre autres, d'arriver à un climat sécuritaire apaisé, des services publics plus proches des usagers, des processus irréversibles d'amélioration socio-économique, un État responsable et qui conduit changement. Puisque le pays a dû faire face à beaucoup de maux et d'aléas conduisant à une situation de sécurité liée au phénomène du grand banditisme, certains résultats tarderont. Pour une lecture approfondie de la commande, m'ayant été adressé, j'investigue le cas des spéciaux après méfaits de l'insécurité en Haïti dans le secteur touristique. Le tourisme dépend beaucoup de la politique actuelle du pays. Et pour asseoir mon discours, je me suis arrêté à un article paru dans le Nouvelliste du 16 mai 2019 intitulé « L'instabilité politique, un virus pour le secteur touristique en Haïti ». Je lis la situation politique d'un pays, jour 1. Je lis la situation politique d'un pays. Je crois que le tourisme joue un très grand rôle dans l'évolution de ce secteur. Dans un pays comme Haïti, classé parmi les pays les plus pauvres du monde, le secteur touristique aurait joué un très grand rôle pour le lancement de l'économie et les relations internationales auraient des conséquences fructueuses pour lui. En ce qui concerne les entrepreneurs et les investisseurs, pour eux, il est d'abord question de la politique économique du pays dans lequel ils veulent investir. Car il faut que le pays ait une stabilité politique et une économie active pour attirer les investisseurs et entrepreneurs. Il est à retenir que le tourisme local est un grand contributeur aux économies de la région, car 70% des activités économiques sont générées à partir du tourisme local. C'est un secteur riche et plein d'avenir. Par ailleurs, il faut dire que le tourisme est connu comme un puissant facteur de développement économique et social pour nombre de pays de la planète. En Haïti, la sécurité est une nuisance à l'affaire. En effet, durant les 3 dernières décennies, le pays n'a jamais connu de vraie période de tranquillité, alors que l'économie, l'investissement et la création d'emplois requièrent un minimum de stabilité. Le pays vit une crise permanente, nuisible à l'environnement des affaires. Que faire? Beaucoup de moyens, mais avec beaucoup d'idées. Excusez-moi, que faire? Sans beaucoup de moyens, mais beaucoup d'idées. Des actions ont été menées par le MIC, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, avec des résultats immédiats. En effet, l'institution s'est attelée à travailler à la maîtrise du phénomène de l'insécurité par l'État pour faciliter la relance de l'investissement. Par le renforcement de la sécurité intérieure et la facilitation de la circulation des biens et des personnes via les délégations et vice-délégations et par l'application des résolutions du CSPN pour continuer à renforcer les moyens des services de renseignement et de police.
par le renforcement de la sécurité aux frontières via un accompagnement financier et technique des mairies dans la zone frontalière et des autres intervenants de ces espaces sensibles. Les outils sur le terrain continueront à être renforcés par un resserrement continu des mailles du filet, notamment grâce à l'action des délégués, vice-délégués, que j'ai appelés à s'impliquer dans les groupes d'évaluation départementaux et à suivre la mise à jour du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Par la lutte contre la contrebande et les autres crimes transfrontaliers, par l'investissement public dans les communes via le Fonds de gestion des collectivités territoriales, la mise en place d'une structure de renseignement et de contre-renseignement optimale et efficient conduite par la direction de l'immigration et de l'immigration, la direction politique et de notre centre d'intelligence que j'appelle CICC. L'objectif stratégique consistant à esquisser les contours liés à la stratégie de sécurité nationale afin d'identifier les ressources matérielles, financières et humaines, à mobiliser dans le cadre de la prévention sur les risques et menaces, à la sécurité intérieure en vue d'une réelle protection de la population, de ses biens et des investissements. Le renforcement des capacités des mairies en la matière effectue, depuis mon arrivée au MICT, tend à offrir des villes prêtes à accueillir les investissements et à les sécuriser. Le décret du 2 juin 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale accorde une grande responsabilité aux maires qui devraient assurer la présidence du Conseil de sécurité municipale en synergie avec d'autres structures étatiques concernées en vue d'assurer la sécurité, la circulation des biens et des personnes à travers les communes. Selon l'article 116 de la loi de 2006 sur les collectivités territoriales, ce conseil est composé des personnes suivantes: le maire, le vice-délégué, le commissaire de police, le commissaire du gouvernement, le juge de paix dans la société civile. En effet, selon la loi, il faut appuyer davantage sur les élus locaux, car les conseils municipaux, à travers les différentes communes, se doivent travailler de concert avec d'autres instances impliquées dans l'objectif de combattre le banditisme, l'insécurité, afin d'assurer la circulation des biens et des personnes. La mise en chantier de ce pouvoir a été encouragée par la direction des collectivités territoriales, mais étant exercée timidement par certaines mairies, il eut à date de lourdes conséquences sur la santé de l'économie locale. Donc pour l'exercice 2020-2021, il sera poursuivi une investigation lucide, laquelle s'appuiera sur les exigences des plans de développement communaux. À une autre échelle, le renforcement des délégations et des vice-délégations, lesquelles ont aussi comme priorité au niveau départemental d'assurer la sécurité, l'ordre public et l'administration du territoire. Le cadre légal régissant la matière, le décret 17 mai 1990, ne précise pas l'étendue des compétences des représentants départementaux de l'exécutif. Depuis ma prise de fonction, ils sont consultés quotidiennement et il leur est confié des tâches de sécurité très pratiques de sorte qu'ils puissent agir. Il reste par un décret à leur assigner de nouvelles compétences ou complémentaires. Les enjeux et défis se résument à des voies croisées. D'une part, une décentralisation réfléchie et une déconcentration non tentaculaire. De l'autre, les moyens alloués au combat contre l'insécurité de les collectivités territoriales. Donc tout réside dans la programmation et la coordination en synergie globale à l'insécurité. Mon cabinet m'a proposé de travailler sur le livre blanc de la sécurité intérieure, lequel sera appuyé par un projet de loi d'orientation sur le renseignement relatif à l'Agence nationale de renseignement d'Haïti, ANRH. Je pense que l'actualité de collecter, traiter et gérer les formations
et le renseignement visant le renforcement de la sécurité intérieure et extérieure et la sauvegarde de l'intégrité du territoire de la République est incontournable. En sus, je dirais que ma présentation a affiché la nécessité de recentrage de l'État pour garantir l'investissement en Haïti, lequel appelle à des réponses fermes et courageuses. Cette démarche, passant par le motif d'une nouvelle forme organisationnelle, reposée sur le souci de mon administration au MCT de séparer et différencier les fonctions stratégiques de décision, de conception, de pilotage, mais aussi de contrôle ou d'évaluation des politiques publiques. Les fonctions dites administratives chargées de la mise en œuvre, de la simple exécution ou de la prise en charge des politiques publiques en matière de sécurité. Les bases étant jetées, l'analyse a montré que le MCT est prêt à prendre des responsabilités managériales dans ce domaine en contribuant à une meilleure intelligence de questions techniques, délicates et relatives et d'interaction, et d'apporter des idées novatrices, comme avait fait le président de la République, qui pourraient aider à renforcer la dimension interactive, investissement et sécurité. Il serait important de comprendre que la promotion et la protection des investissements sont aussi un enjeu économique et de sécurité juridique. Aux institutions concernées d'effectuer le calcul du ratio coût-bénéfice de l'investissement dans la sécurité. Merci. Attention. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour votre présentation. Mais les organisateurs m'ont fait un rappel me disant de signaler aux panélistes qu'il est consacré 10 minutes de présentation. Si le président de la République nous a gratifié de sa présence, nous sommes très honorés de ça, mais il ne faut pas en abuser. Okay. Donc, monsieur, maintenant j'ai l'honneur de présenter le directeur général de la DGI, monsieur Morland Miradin, n'est-ce pas, qui va nous entretenir probablement sur la question du domaine. Merci, monsieur le présentateur. Excellence, monsieur le président de la République, Excellence, monsieur le Premier ministre, le secrétaire d'État, monsieur le directeur, monsieur le secrétaire, messieurs les secrétaires généraux du Palais national et de la primature, monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, monsieur le gouverneur de la BRH, mesdames, messieurs les membres du conseil de la BRH, mesdames, messieurs les membres du cabinet du président de la République, mesdames, messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, mesdames, messieurs les économistes, distingués invités, mesdames, messieurs. Qu'il me soit permis, monsieur le président, d'adresser bonne année fiscale à vous tous. Aujourd'hui est 2 octobre. Le directeur général de la DGI a une responsabilité énorme. Je vais demander à vous tous, ici présents, et à ceux qui me regardent, de produire votre déclaration définitive d'impôt sur le revenu à temps, comme vient de souligner monsieur le président de la République. Parce que, comme vous le savez, la déclaration définitive d'impôt sur le revenu est due et payable du 1er octobre
au 31 janvier de chaque année. Eh bien, je viens de prendre un engagement devant la nation, devant le ministère des Finances et devant la nation, devant le gouvernement, pour atteindre une prévision de recettes dans un moment qui n'est pas tout à fait trop facile, mais je pense que vous allez contribuer, vous allez m'accompagner en tant qu'attaquant, tout le monde me connaît ainsi, pour faire le travail comme ça se doit. Ce n'est pas comme cela aurait dû être, mais c'est comme ça se doit. Je vais m'adresser à tous les responsables des institutions, des ministres, secrétaires d'État, des directeurs généraux, tous les responsables. Vous allez recevoir bientôt une lettre pour vous demander d'adresser à tous les employés, publics ou privés, de produire leur déclaration définitive d'impôt sur le revenu, parce que nous évoluons dans un système déclaratif. C'est le contribuable qui fait sa déclaration. Nous autres, à la DGI, nous pouvons mettre des agents à votre disponibilité pour vous accompagner dans votre déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Mais c'est sous réserve de vérification, parce que le corollaire du système est le contrôle. Nous allons renforcer toutes nos structures de vérification à travers le pays pour faire le contrôle. Donc, c'est une responsabilité. Mon intervention en tant que directeur général des impôts portera essentiellement sur la gestion du domaine et du foncier en Haïti. C'est très complexe, hein? Le foncier est une des composantes de l'édification d'une nation moderne. Des droits et des titres clairs permettent de sécuriser les investissements, mais surtout de garantir les droits des personnes physiques et morales. Des études comme celle d'Armando de Soto vont plus loin en affirmant que sans droit foncier, il n'y a pas de développement économique, mais plutôt une concentration du capital entre les mains des grands propriétaires et d'une élite étatique. En Haïti, la propriété privée est reconnue de garantie et garantie. La loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites. Article 36 de la Constitution. En dépit de cette disposition constitutionnelle, on constate que l'insécurité foncière constitue une source continuelle de conflits sur le plan civil et commercial, avec des conséquences en termes de spoliation foncière, de destruction de champs, d'incendies, de violences meurtrières et de repli des investisseurs. Pour pallier ces problèmes, la Direction générale des impôts, DGI, et financier d'affaires mondiales Canada, le projet d'informatisation du registre foncier en Haïti, PIRF. Ce projet vise principalement à sécuriser les registres fonciers sur l'étendue du territoire national, numériser les registres manuscrits, et ce, à travers toutes les voûtes archives des 10 juridictions du Bureau de la conservation foncière du pays.
assurer la pérennité des archives foncières, dématérialiser pour abandonner définitivement la transcription manuelle comportant beaucoup de risques d'erreur, faciliter l'accès aux 3 catégories d'actes que l'on constatera lors de la date d'entrée en vigueur de l'archivage électronique pour que la modernisation soit une réussite totale. Indexation, création d'un moteur de recherche. Parmi les résultats escomptés du projet, 1. Les manuscrits de titres fonciers privés en Haïti, centralisés à Port-au-Prince, estiment à 1 million de pages. Et au Cap haïtien, à 84 000 pages, numérisées et sécurisées totalement. 2. La recherche et l'indexation pour la mise en service d'un registre foncier national informatisé d'enregistrement des titres privés sont complétées. 3. Les capacités techniques et de gestion des intervenants sont accrues, principalement le gouvernement, les associations de notaires et arpenteurs. 4. Les institutions haïtiennes sont en mesure de mettre en œuvre le système informatisé qui répond à la nouvelle législation du secteur. Le projet PIF joint aux efforts en cours pour moderniser l'administration fiscale, notamment le projet PAMREF visant à la refonte de la structure organisationnelle de la DGI et l'informatisation de ses processus d'affaires pour la rendre plus agile et plus efficace, devrait, entre autres, impact positif mettre à l'État. De mieux gérer la question du foncier et du domaine privé en Haïti. Réduire les violences souvent meurtrières générées par les conflits terriens. Fournir un meilleur cadre garantissant les investissements et le droit à la propriété privée. Toutefois, il faut reconnaître que le problème de l'insécurité foncière en Haïti est complexe et transversal, nécessite l'effort concerté de tous les acteurs pour apporter des réponses justes, équitables et définitives aux problèmes soulevés par cette problématique. Je vous remercie. Donc, nous remercions le directeur général de la DGI, M. Morland Miradin. Et maintenant, nous passons la parole au jeune économiste Gassendi Galis, et qui va nous entretenir probablement sur l'investissement étranger, direct étranger peut-être, qui va s'inspirer de sa dernière publication. Alors, vous allez faire une présentation PowerPoint. Je vous remercie, monsieur le vice-gouverneur. Je salue le président de la République, son Excellence, monsieur Jovenel Moïse. Je salue monsieur Joseph, monsieur le Premier ministre. Je salue les hauts cadres, les ministres ici présents. Je salue les hauts cadres de l'administration publique haïtienne. Je salue les représentants de la société civile, les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Donc ce matin, je vous invite à une réflexion très académique sur les mécanismes de pilotage des politiques publiques
2 points. Mise en place d'un environnement favorable à l'investissement en Haïti. Le pilotage des politiques publiques fait référence à l'efficacité et à la pérennité des actions publiques dans des secteurs spécifiques de la vie nationale. Pour les pouvoirs publics, une politique publique peut être considérée comme le processus selon lequel les ressources d'un État sont allouées à la réalisation d'objectifs politiques spécifiques. Une politique publique peut être dictée par toutes sortes de raisons économiques et sociales. Par exemple, pour amorcer un changement social, pour introduire une forme ou pour fournir des services de meilleure qualité. Nous faisons référence aux pionniers du nouveau management public. On peut citer les auteurs Padjolo et Jahed. Dans un contexte post-Covid et de crise économique, l'État haïtien doit optimiser ses ressources afin de résoudre certains problèmes existants. Des problèmes liés à la santé, à l'emploi, à l'éducation, à la création de richesses, pour ne citer que cela. Malheureusement, c'est pas. Et si l'on fait référence à l'équation d'équilibre macroéconomique, qui veut que le produit intérieur brut soit égal à la somme des dépenses de consommation, des dépenses d'investissement, des dépenses publiques, des exportations diminuées des importations, on peut dire qu'une hausse de l'investissement entraîne une hausse du PIB et vice-versa, c'est-à-dire une baisse de l'investissement va entraîner une baisse du PIB. Et étant donné qu'on se sert de la variable du PIB pour calculer le taux de croissance, okay, ça va diminuer, si vous voulez, le taux de croissance. Le PIB, comme vous le savez, c'est la valeur de marché de l'ensemble des biens et services produits dans une économie pendant une période donnée. Donc, si vous prenez l'équation du PIB, page 4, slide 4, donc, on peut dire qu'il existe une relation inverse entre l'investissement et le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt augmente, vous allez avoir une diminution au niveau du volume d'investissement. Si vous prenez l'équation qui veut que la production soit égale à la somme de la consommation, des dépenses de consommation et des dépenses d'investissement, si l'investissement est nul, cela sous-entend que toute la production est utilisée pour les dépenses de consommation. Comme problème, on peut citer la faiblesse des infrastructures de transport et de communication, l'instabilité de l'environnement, sécurité et droit de propriété. Il y a la pénurie de la main-d'œuvre qualifiée. On a besoin de la main-d'œuvre qualifiée pour investir ou bien pour attirer les investissements en Haïti. Donc, je parle des investissements nationaux qui prennent en compte et les investissements publics et les investissements privés. Donc, il suffit de faire la différence entre les entreprises à forte intensité de capital et les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre pour comprendre ce que je viens de dire. Il y a un problème entre la faiblesse des capitaux industriels. Donc, nous savons que nos capitaux industriels sont diversifiés, malheureusement de petite taille, et alimentent des réseaux commerciaux familiers. Il y a la défaillance institutionnelle. Donc, il y a une rupture au niveau de la chaîne de commandement. Donc, je vais parler tout à l'heure. On va voir ensemble le rôle des organes de contrôle, des organes nationaux de contrôle dans la chaîne pénale. On va parler de 5 types d'institutions. Premièrement, les institutions administratives. On peut citer l'unité de lutte contre la corruption, qui a pour rôle d'auditer, de recueillir, d'analyser les documents de l'administration publique,
de faire des enquêtes et d'acheminer les dossiers au parquet de la République. Bon, comme vous le savez déjà, le commissaire est le seul chef de l'action publique. Il peut décider de classer un dossier sans suite, tout comme il peut décider d'assurer le suivi d'un dossier reçu. On a l'UCREF, l'unité centrale des renseignements financiers, qui se renseigne sur les activités financières du soupçonné. Donc le soupçonné peut être une personne physique ou morale et conclut ou non à des possibilités de blanchiment de capitaux. Le CREF transmet ses rapports d'analyse financière au parquet à toutes fins utiles. Il y a la CNMP, Commission nationale des marchés publics, qui a pour mission de réguler et de contrôler